Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Michel Salem-Sermanet, je suis un des cofondateurs de l'association Alumni for the Planet. D'abord, je vous remercie toutes et tous pour votre participation à ce webinaire. Je remercie Amélie Montagne, avec qui nous avons co-organisé ce webinaire. Donc Amélie Montagne de l'Université catholique de Lille, qui représente les associations d'alumni des différentes composantes de l'université, mais Amélie vous dira un mot d'accueil juste après moi. Je remercie également les deux intervenants, Xavier Debal et Ludovic Moulard, qui vont intervenir à tour de rôle pour traiter de cette question de la lutte contre le changement climatique et en particulier sur le volet numérique. Et je remercie notre chef de projet, Florian Caillon, qui au sein d'Alumni for the Planet s'occupe d'organiser ces webinaires. Ce que je voudrais vous dire en quelques mots, c'est l'objectif de ce webinaire. Ce webinaire a une certaine originalité, comme tous les webinaires que nous organisons à Alumni for the Planet, puisque nous n'allons pas vous parler des solutions à mettre en œuvre pour lutter contre le changement climatique. Nous n'allons pas vous parler de ce que fait telle ou telle entreprise pour contribuer à ces solutions. Nous allons vous parler de ce qu'il est possible de faire à titre individuel au sein de son entreprise pour contribuer à la transformation de cette entreprise face aux grands enjeux du climat et de l'environnement. Et pour ça, donc, vous aurez ces deux interventions, et en particulier le témoignage de Ludovic. Alors, pourquoi est-ce que nous faisons cela? Alors, vous l'avez peut-être vu, mais sinon vous le verrez prochainement, est sorti aujourd'hui un rapport des Nations Unies qui indique que, au rythme où nous allons dans la lutte contre le changement climatique, ce que prévoient aujourd'hui les scientifiques, c'est un réchauffement de l'ordre de 2,8 degrés à la fin du siècle. Donc, autant dire que à ce niveau-là, ça veut dire que c'est des catastrophes généralisées, des tensions, des guerres généralisées, et pas à la fin du siècle, bien avant. Et ce que dit évidemment le rapport, c'est que ça va être très compliqué, mais il n'y a pas d'autre solution que d'essayer. Et d'essayer quoi? La seule solution, donc, c'est une transformation radicale de l'ensemble de notre économie, de l'ensemble de notre société. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour tous les pays. Et comment réussir ça? Il n'y a qu'une solution. Il faut que tous les acteurs s'engagent très fortement, et en particulier les entreprises, qui ont un rôle très important à jouer, comme on va le dire ce soir. Et comment faire pour que les entreprises s'engagent et surtout réussissent cette transformation à la fois profonde et rapide? Il n'y a qu'une solution, c'est que tous les collaborateurs de toutes les entreprises s'y engagent. Voilà, c'est pas uniquement le dirigeant seul qui va faire tourner le paquebot de 45-90 degrés ou plus. Et c'est ça l'objet de ce webinaire, et c'est ça l'objet principal d'Alumni for the Planet, c'est d'accompagner tous les collaborateurs dans les entreprises à prendre conscience qu'ils peuvent agir, qu'ils peuvent avoir un impact en faisant témoigner les collaborateurs qui sont en train eux-mêmes de mettre en mouvement leur entreprise de l'intérieur. Et ces collaborateurs sont la plupart du temps des alumni de différentes écoles et universités, et nous les touchons si possible massivement, par notre collaboration avec les associations d'alumni. Donc voilà, c'est en résumé ce qu'est Alumni for the Planet et également l'objectif du webinaire de ce soir. Donc je vous encourage à écouter très attentivement Xavier Debal, qui est donc un spécialiste des enjeux du numérique par rapport à la lutte contre le changement climatique, qui va un peu planter le décor et vous dire pourquoi c'est important la transformation des entreprises qui interviennent dans le numérique, et ensuite Ludovic Moulard qui travaille dans une entreprise qui apporte des services numériques, qui vous dira à titre personnel ce qu'il a fait depuis un certain temps pour mettre en mouvement de l'intérieur son entreprise. Donc je vous encourage à vous inspirer de ces deux intervenants, et en particulier du témoignage de Ludovic, pour prendre conscience que vous-même, vous pouvez jouer un rôle important dans votre entreprise, vous pouvez avoir un impact important. Et je termine juste en disant que nous sommes financés par un certain nombre d'acteurs publics, le ministère de la Transition écologique, l'ADEME, qui sont soucieuses, comme on est nous-mêmes, bien sûr, de l'impact que l'on peut avoir, et qui nous demandent de mesurer autant que possible l'impact de nos webinaires. C'est pourquoi
vers la fin du webinaire, mais avant la fin, nous allons mettre en ligne un petit sondage qui prend quelques minutes et je vous encourage vraiment à le renseigner pour nous dire un petit peu voilà, en quoi ce webinaire vous a inspiré, en quoi vous allez éventuellement, pour certains d'entre vous, et on l'espère pour un grand nombre d'entre vous, initier des actions à votre tour dans votre entreprise. Quand je dis entreprise, c'est entreprise au sens large, y compris des organisations publiques diverses. Voilà, j'en ai terminé. Merci encore pour votre participation et j'espère merci pour ce que vous allez engager à votre tour dans votre sphère professionnelle. Et je passe tout de suite la parole à Amélie. Tout d'abord, bonsoir à tous. Je voulais remercier Michel pour l'énergie déployée pour lancer ce webinaire avec la Cato. Effectivement, c'est une première pour nous de proposer un événement à l'ensemble de nos alumni. Vous êtes une cinquantaine sur cet événement. Il y en a 200 sur 4 jours. Donc, les uns et les autres se baladent, je pense, d'un événement à un autre. On a des étudiants dans la salle, un prof aussi d'informatique. En tout cas, je voulais remercier chacun pour sa présence et notamment Xavier, Ludovic et Florian, ainsi que Michel. Si vous êtes intéressé par la Biennale Ecopos qui se déroule en ce moment et qui a pas mal de reprises aussi en ligne, vous pouvez vous adresser sur le site Ecopos et retrouver l'ensemble de la programmation. Pour ceux qui sont sur l'île, on a un salon du livre ce week-end avec des tas d'animations pour les familles. Donc, on vous encourage à aller voir le programme sur Ecopos. En tout cas, bon webinaire à tous et merci encore aux intervenants. Merci Amélie. Donc, je passe tout de suite la parole à Xavier qui va se présenter rapidement et qui va un peu planter le décor pour vous dire voilà, pourquoi le numérique est un enjeu si important dans la lutte contre le changement climatique. Alors bonsoir à tous. Donc Xavier Debal, donc je suis cofondateur du cabinet Evolve, qui est un cabinet de transformation numérique. On va donc évoquer en effet la sobriété numérique ensemble. Pardon Xavier, j'ai oublié de dire que tu es aussi un alumni de la Cato et en particulier de Julien. Absolument. Voilà, c'est ça, absolument. Voilà. Pourquoi ce thème de la sobriété numérique, ou plutôt de regarder finalement l'empreinte du numérique? Parce qu'en fait, on est là sur un domaine qui, intuitivement, finalement, le numérique, on a l'impression que c'est virtuel. Et du coup, on a tous l'impression que tout compte fait, l'empreinte du numérique est relativement réduite parce que finalement, qu'est-ce qu'on voit du numérique, nous, au quotidien? C'est notre smartphone. C'est notre ordinateur portable et du coup, ça ne représente pas pour nous quelque chose de très impact. Et on va voir que finalement, la réalité, elle est un peu différente que celle qu'on imagine, en effet, et que donc les choses ne sont pas aussi simples. Alors, je vous ai mis quelques chiffres là. La réalité du numérique dans le monde, c'est quand même 34 milliards d'équipements pour seulement, j'allais dire, 4,1 milliards d'utilisateurs. Donc, on voit déjà qu'il y a une masse importante d'équipements et qu'il y a une certaine inéquité. Mais ça, c'est un point qu'on n'abordera pas tellement ici puisqu'on focalisera plutôt sur l'empreinte environnementale. Alors, ça représente quand même, donc c'est 34 milliards d'équipements, vous voyez, 223 millions de tonnes de matière. C'est environ 171 millions d'automobiles, si on le traduit comme ça par ordre de grandeur. C'est à peu près 5 fois l'équivalent du parc automobile français, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, on commence à prendre en compte un petit peu de matérialité, finalement, du numérique. Alors, maintenant, si on regarde le numérique sur son impact sur le climat et donc ses émissions de gaz à effet de serre, eh bien, le numérique, c'est 3,8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ça veut dire que le numérique, ça a un effet supérieur à l'aviation civile, qui est pourtant un secteur souvent pointé du doigt comme un espèce de mauvais élève. J'allais dire quelque part, le pire dans le numérique, c'est peut-être ce qui est à venir. Parce que les 3,8%, c'est ce que l'on consomme aujourd'hui, plutôt ce qu'on émet aujourd'hui. Et malheureusement, les tendances, quand on les regarde, elles sont plutôt mauvaises puisqu'on a une courbe exponentielle des émissions de gaz à effet de serre du numérique. Donc, on est entre 8 à 10% d'augmentation par an. Et ça voudrait dire que, a priori, bon an, mal an,
eh bien, en 2025, on doublerait cette empreinte environnementale. Donc, ce qui paraît effectivement quelque chose de relativement énorme. Alors, bien évidemment, ça va sans dire, mais ça va peut-être mieux en le disant, c'est complètement pas du tout aligné par rapport aux accords de Paris. Donc, je rappelle les accords de Paris, hein. Les pays signataires se sont engagés à restreindre l'augmentation de température à horizon 2100 inférieure à 2 degrés, idéalement à moins de 1,5 degré. On voit qu'on en est loin par rapport à ce que Michel nous a dit en introduction. Et malheureusement, le numérique ne va pas forcément nous aider à y arriver. Alors, je vous ai traduit là pour vous donner quelques ordres de grandeur hein, de ce que ça représente, parce qu'on a toujours du mal à se dire finalement 3,8% d'émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, c'est 116 millions de tours du monde en voiture. C'est aussi un petit peu l'équivalent de 82 millions de radiateurs électriques de 1000 watts hein, qui seraient allumés en permanence. Bon. Et évidemment, le numérique ne consomme pas ou n'a pas comme effet négatif que son effet sur le climat. Il consomme également beaucoup d'eau, mais pas que ça. On verra tout à l'heure hein, d'autres externalités. En tout cas, celle-là, elle représente 242 milliards de packs d'eau de 9 litres. Ce sont des consommations annuelles hein, que je vous donne là. Voilà, donc c'est malheureusement répétitif. Je passe rapidement sur ça. On a parlé donc, je vous ai parlé plus exactement de l'effet du numérique sur le dérèglement climatique. Malheureusement, donc l'effet du numérique ne s'arrête pas là, et on a d'autres effets pervers et délétères du numérique, hein, notamment sur des risques sur la santé qui sont liés à la pollution de l'air, pollution des sols, pollution de l'eau. Des effets sur la désertification des sols, sur le déplacement des populations, ou sur les tensions géopolitiques. Essentiellement, en fait, tous ces effets-là sont induits par ce qu'on verra tout à l'heure sur tout ce qui est lié à la fabrication du numérique et notamment donc la fabrication et l'extraction des métaux dont le numérique fait beaucoup usage. On est quand même en droit de se poser comme question, de se dire, en fait, le numérique a un impact sur son empreinte carbone notamment, mais on aimerait bien savoir finalement de cette empreinte carbone, de quoi elle est constituée. Et en fait, quand on regarde le numérique, souvent, et c'est vrai pour d'autres produits, on a tendance à focaliser uniquement sur l'utilisation, sur l'usage en fait, et on oublie la phase de fabrication. Parce que quand on veut regarder une empreinte carbone, c'est aussi bien pour un produit que pour un service par exemple un logiciel, eh bien il faut regarder son empreinte sur toute sa durée de vie, donc ce qu'on appelle le cycle de vie hein, d'un bien ou d'un produit. Et évidemment, il faut regarder aussi bien sa fabrication que son utilisation. Et vous avez sur le tableau là qui est représenté à droite, et vous voyez que en effet, hein, la fabrication représente quand même 40% des effets d'émissions de gaz à effet de serre sur le numérique, ce qui est loin d'être négligeable. Pour le dire autrement, si vous voulez, ça veut dire que quand on achète un serveur, un ordinateur, son smartphone, on a déjà consommé, avant même d'appuyer sur le bouton ou de sortir l'ordinateur de son paquet, on a consommé dans le monde 44% du CO2 du numérique. Alors, le tableau se lit dans deux axes, fabrication-utilisation, vous l'avez compris, mais également sur les 3 niveaux qui sont représentés classiquement sur le numérique, hein, que sont les équipements utilisateurs sur le bas, la partie réseau, et puis la partie data center, donc les centres de calcul et les centres de stockage de nos données. Si on regarde donc ce tableau d'un point de vue horizontal, eh bien, on va voir que, en effet, quand on regarde les équipements utilisateurs, représentent 66% de l'empreinte carbone du numérique. Encore une fois, c'est une étude sur l'ensemble du globe, donc c'est mondial hein, comme représentation. Je passe au sujet justement pour nous dire qu'est-ce qui fait que cette phase de fabrication, elle est si impactante, si importante finalement dans l'empreinte carbone du numérique, parce que, en effet, c'est une phrase que j'aime bien, oui, nos équipements informatiques ne tombent pas du ciel, mais moi j'aurais plutôt tendance à vous dire qu'ils sortent de terre.
Vous n'êtes pas sans savoir que le numérique est un gros consommateur de métaux. Alors, il consomme beaucoup de matériaux de manière générale, puisque dans un smartphone, pour reprendre que celui-là, il y a un peu plus de 60 matériaux différents qui sont utilisés, essentiellement des métaux, et que ces métaux, il n'y a pas d'autre solution que d'aller les chercher dans la mine ou éventuellement les solutions de recyclage, mais qui aujourd'hui sont relativement parcellaires. Je vous ai mis cette illustration évidemment à titre d'exemple, mais elle est assez caractéristique finalement de ce que représente l'exploitation des métaux de manière générale. On est là sur une mine, donc c'est une mine de cuivre, donc c'est quelque chose d'extrêmement classique dans le monde du numérique, et plutôt sur un métal qui est plutôt assez concentré. Quand je dis assez concentré, c'est tout à fait relatif, puisqu'en fait, l'image qui est sur la gauche, finalement, elle représente la boule de cuivre qu'on a pu extraire de tout ce qui a été extrait en termes de matérialité, de roches, de matériaux, au travers des mines. Donc, vous voyez que cette boule de cuivre, finalement, on a l'impression qu'elle représente relativement peu de matière par rapport à tout ce qui a été extraite. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que, évidemment, pour extraire toute cette matière, on a utilisé énormément d'énergie, que ça se fait majoritairement dans des pays où l'énergie n'est pas décarbonée, et que du coup, tout ça est une est une exploitation et une activité, une industrie extrêmement énergivore. Je passerai rapidement là-dessus. On pourra y revenir dans les questions si vous le voulez. Je vous ai mis à titre d'illustration là quelques exemples des produits qu'on utilise tous les jours dans le numérique. Un des plus répandus, on l'a tous dans nos mains, c'est le smartphone, donc il se trouve sur la gauche de votre écran. Un smartphone, allez, c'est 300 grammes à peu près. Quand on l'a dans la main, il a nécessité une extraction d'environ 220 kilos de matière dans les fameuses mines qu'on a vues. Le plus mauvais élève, je ne vais pas tout vous lire, mais le plus mauvais élève, il se trouve sur la droite. C'est l'écran, les écrans qui pourtant sont malheureusement démultipliés pendant les temps de confinement. Et bien là, il faut extraire environ 1690 kilos de matière pour un écran qui fait à peu près 6 kilos. Voilà. Alors, en synthèse, en fait, pour l'industrie de la mine et la filière de la métallurgie, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que c'est une industrie extrêmement énergivore. Elle va donc malheureusement émettre énormément de CO2. Elle pollue l'air, le sol, l'eau, entre autres. Elle a des impacts sociaux parce qu'on va déplacer des populations, parce qu'on va créer des tensions géopolitiques. Il y a une vraie question derrière aussi de souveraineté. Donc, j'ai mis souveraineté européenne, mais c'est aussi une souveraineté nationale. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces mines, majoritairement, elles sont détenues que par quelques pays. On pourrait citer la Chine, qui est quand même un des plus gros fournisseurs de métaux. Et puis un autre point sur la recyclabilité. Alors on n'aura pas beaucoup de temps ce soir pour en parler, mais sachez que aujourd'hui les produits numériques sont très peu recyclés et très mal recyclés. Alors pour faire très rapide, on recycle bien quelques matières qui sont présentes en quantité relativement importante dans les équipements, type le cuivre, l'aluminium. Et puis quelques-unes, alors qui sont en quantité moins importante, mais par contre qui sont tellement chères qu'on peut mettre un peu d'énergie pour les récupérer. Du style l'or, l'argent, le platinium, voilà. Le reste des métaux, et je vous en ai cité à peu près une soixantaine, donc le reste des métaux, on a beaucoup de mal aujourd'hui à les extraire parce qu'ils sont dilués en trop faible quantité, ça nécessiterait beaucoup trop d'énergie pour le faire. Alors, je voudrais quand même pas vous montrer uniquement le verre à moitié vide, quand même, mais vous parler des perspectives quand même de l'informatique et du numérique de manière générale, parce que ce qu'il faut bien regarder, c'est que évidemment, il y a un impact environnemental sur le numérique, on en a parlé, mais aussi au travers des applications que l'on met en place, le numérique lui-même peut être un contributeur grâce à ces applications, à d'autres domaines d'activité. Alors, je vous en ai mis quelques-uns à titre d'illustration sur la droite de l'écran.
Bon, un des plus connus, si on reste sur les aspects environnementaux, c'est le télétravail, la visioconférence, qui, encore une fois, bien utilisés, peuvent être des réponses partielles, pas complètes en tout cas, mais pour réduire en tout cas l'empreinte environnementale d'un autre secteur. Alors, rapidement également, je voudrais vous parler de l'effet rebond parce qu'en fait, on pourrait être tenté de croire que la technologie va nous sauver et que le numérique également pourra nous sauver. Il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Jevon qui a fait des études sur ce qui est les avancées technologiques et notamment les avancées technologiques en termes d'efficacité énergétique par le passé. Et qu'est-ce qu'il a démontré, Monsieur Jevon, c'est que dans la majorité des cas, c'est pas tout le temps vrai, quand on améliore l'efficacité énergétique d'un processus technologique, eh bien, là où on devrait avoir assez naturellement, finalement, dans la théorie, une baisse de la consommation de l'énergie, eh bien, finalement, on a souvent, finalement, on voit apparaître soit une annulation de ces gains, soit carrément une consommation supérieure de l'énergie, tout simplement parce que finalement, ce qui change, c'est l'usage. On augmente l'usage parce qu'on augmente l'efficacité énergétique d'une technologie. Voilà. Donc ça, c'était pour un petit peu finir sur la présentation du décor de l'empreinte environnementale du numérique. On peut peut-être passer à l'étape des solutions, si ça vous convient. Alors, en fait, tout d'abord, c'est peut-être dans les entreprises sur lesquelles je vais me faire un premier focus. Comment on peut mener finalement une stratégie, ce qu'on appelle de numérique responsable ou de sobriété numérique dans les entreprises. Eh bien souvent, une fois qu'on a pris conscience du phénomène et de l'impact du numérique, ce qu'il faut assez rapidement, c'est passer à la sensibilisation des équipes. Parce qu'encore une fois, sans sensibilisation, il ne peut pas y avoir de passage à l'action. Alors, moi, il y a un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle la fresque du numérique. J'ai un atelier assez convivial, assez pratique, et franchement, je vous le recommande si vous ne l'avez pas déjà pratiqué, de dispenser ça au sein de vos organisations. La deuxième chose que je conseille également, c'est de faire finalement un inventaire, donc c'est mesurer son empreinte environnementale sur le numérique pour savoir où on en est et surtout pour savoir derrière ce sur quoi il faut s'attaquer. Bon, après, c'est évidemment définir des principes de gouvernance. Juste pour mémoire, je rappelle que le numérique responsable ou la sobriété numérique, ça doit faire partie des sujets qui sont traités au travers de vos organisations par les directions de la RSE, donc des responsabilités sociétales des entreprises. C'est pas un sujet à côté, c'est un sujet à l'intérieur. Voilà, donc ça doit retrouver ses racines là-dedans et donc les principes de gouvernance doivent être aussi édictés au travers des principes de la RSE. Et puis après, dans le reste des choses à faire, c'est évidemment rentrer dans un cycle projet assez classique avec les principes d'agilité. Peut-être que les différences qu'on peut noter au travers un projet informatique classique, c'est que comme tout projet autour de la RSE, on va avoir des étapes de mesure régulière des progrès. Donc, on va mesurer l'empreinte numérique. Et puis, on va communiquer sur nos résultats, même si les résultats ne sont pas positifs. Finalement, il faut quand même les divulguer pour finalement faire participer toute la communauté autour de ces expériences qui ont été réalisées. Dans les bonnes pratiques, assez rapidement, pour laisser la parole aux autres personnes derrière, essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est les bons gestes, les bonnes pratiques, c'est augmenter la durée de vie des équipements. Alors pourquoi ? Tout simplement, vous l'aurez assez rapidement compris, quand on voit que nos équipements représentent 66% de la consommation du CO2, c'est évidemment là qu'il faut regarder. Donc, il y a une règle des 5 R, donc c'est refuser, réutiliser, rallonger la durée de vie, réduire c'est le nombre d'équipements, et puis recycler. Tout ça sont des bonnes pratiques qu'il faut mettre en place dans les entreprises le plus rapidement possible pour justement permettre ce rallongement de la durée de vie des équipements. Il y a une chose aussi, je passe assez vite parce que le temps passe vite aussi,
qui est relativement facile à mettre en place. C'est une charte d'achat responsable sur la partie numérique. Dans ces chartes, on privilégie les actions telles que, évidemment, les produits éco-labellisés. Je vous ai mis quelques éco-labels sur la droite. Favoriser le réemploi ou le recyclage, ou tout simplement des produits qui sont fabriqués à base de matériaux recyclés. J'ai cité Fairphone, mais il n'y a pas que, mais en tout cas, c'est une bonne référence là-dedans. Et puis aussi être vigilant aux indices de réparabilité. L'augmentation de la durée de garantie aussi peuvent faire partie des points de vigilance et à intégrer finalement dans ces chartes d'achat numérique responsable. Un point qui me semble fondamental, c'est celui de l'éco-conception. Je vous ai mis 4 guides et 4 organismes en fait qui concourent et participent à diffuser finalement les bonnes pratiques et le savoir-faire donc sur l'éco-conception. Donc l'éco-conception, il s'agit là d'éco-concevoir des produits numériques. Donc ça peut être un ordinateur, un data center, mais ça peut être aussi évidemment un logiciel, un service web, un site web, etc. Donc vous avez là quatre belles références. Donc c'est aussi bien des initiatives telles que le Green IT, l'Institut du numérique responsable également, l'ADEME, qui est toujours très très présente dans tous ces débats, et le greenIT.fr également, qui sont des organismes qui proposent des guides. Alors vous avez des guides plus ou moins faciles d'appréhension, hein. Le plus complet, c'est celui de l'INR, mais il est assez lourd, hein, puisqu'il a 491 points qui sont référencés, mais il a le mérite d'être assez complet. Voilà, en tout cas, c'est vraiment fondamental. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est si on veut concevoir des produits ou des services sobres, raisonnables, c'est dès leur conception qu'il faut s'y prendre. C'est comme ça qu'on va réussir, évidemment, à restreindre et à finalement limiter l'empreinte de ces services. Peut-être pour terminer et puis et passer la parole par la suite, donc c'est les bonnes pratiques. On a regardé, je vous ai cité tout à l'heure les bonnes pratiques qui sont à mettre en place dans l'entreprise, mais on peut aussi, en tant que particulier ou tout simplement en tant que collaborateur, avoir aussi des bonnes pratiques individuelles. Là, je vous en ai mis quelques-unes. Hein, s'ils sont plus assez globaux, je vais peut-être passer là-dessus. Voilà, c'est plutôt cela dont je voulais vous faire partager. Et ça, on peut vraiment tous y contribuer. C'est tout simplement mettre en veille nos appareils ou les éteindre. C'est encore mieux le soir. C'est le bon usage des mails. Alors, il ne s'agit pas de trier ces mails. J'allais dire, le mal est fait, c'est trop tard. Mais c'est plutôt d'éviter d'envoyer des mails à trop de personnes, d'envoyer des pièces lourdes qui sont jointes à vos mails. Bon, les impressions, mais ça, on le fait, j'espère, que vous pratiquez déjà tous. Évidemment, si vous imprimez encore, c'est limiter vos impressions, utiliser du papier recyclé, ça paraît évident. Et puis également beaucoup, c'est se raisonner sur l'usage de la vidéo. Alors on est mal placé ce soir pour vous faire la leçon puisqu'on fait de la visioconférence, mais ça nous empêche peut-être de nous déplacer. Donc quelque part, ça a peut-être un effet bénéfique sur nos émissions de CO2. Mais en tout cas, c'est de se dire, si on utilise la vidéo, il faut le faire avec parcimonie, à bon moment, et il faut surtout se dire, à certains moments, on peut couper sa vidéo quand elle n'est pas utile, et de se limiter finalement au flux audio. Voilà. Et il y a le dernier point sur lequel je voudrais aussi insister malgré tout, parce que c'est un point, quand on fait un focus sur une DSI, une direction des systèmes d'information dans une entreprise, c'est vrai qu'on a une tendance assez rapidement à aller vers les logiciels, à pointer du doigt les matériels, etc. Il ne faut pas oublier la mobilité des collaborateurs, parce que ça fait partie aussi de l'empreinte du système d'information. Et évidemment, mettre en place des solutions de mobilité pour ces collaborateurs. Alors, je vais élargir parce que souvent, quand on parle de collaborateurs dans le monde de l'informatique, il y a les employés de l'entreprise, mais il y a également tous les prestataires qui concourent en général
donc aux projets informatiques, et il ne faut pas les oublier, les mettre justement dans ces projets de mobilité. Voilà. Donc là, il y a plein de solutions dans la mobilité. La solution, c'est pas la voiture électrique, loin de là, mais c'est plutôt les mobilités douces, donc les transports en commun, le vélo, le télétravail peut être aussi évidemment une source de mobilité douce. Voilà, j'en arrête là et je laisse peut-être la place aux questions. Merci beaucoup Xavier. Tu peux peut-être juste revenir à la diapo d'avant et dire peut-être quelques mots sur l'éco-conception. Je vois qu'il y a quelques aspects ici sur l'éco-conception ou la diapo d'après. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait. Oui, voilà, oui, oui, juste pour vous dire, voilà, pour vous dire un mot sur l'éco-conception. Et je me disais quand il s'agissait de prendre le problème, je vais dire le projet, mais c'est un petit peu pareil finalement dès le début. Le premier point, c'est souvent, il faut vraiment, et j'insiste là-dessus, et j'insisterai pas assez, challenger les usages et les demandes que l'on fait auprès des services informatiques. Je pense que c'est un des points essentiels, c'est-à-dire que il faut veiller à ce que l'on vous demande, ça a réellement un intérêt pour la société, et puis que finalement, ça n'ait pas un impact trop lourd sur ce que l'on va voir, sur ce qu'on vient de voir, sur l'environnement, etc. Voilà. Ça fait vraiment partie des règles de base qu'il faut mettre en place. Après, épurer les interfaces graphiques, ça c'est assez classique, évidemment. Éviter de mettre des vidéos lourdes dans les premières pages, dans la homepage de vos sites web. Ça fait partie des bonnes règles de bon sens. Et ça fera aussi un site dont les homepages s'ouvriront plus rapidement, aussi plus agréable en termes d'expérience utilisateur. On n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui puisque notre regard était surtout porté sur les impacts environnementaux, mais sachez que aussi, évidemment, le numérique, il a un impact social, sociétal, et c'est pour ça que je vous ai mis aussi le point sur la conception des services numériques en ligne avec l'éthique. L'éthique, c'est tout ce qui tourne autour du social, donc ça peut être éviter l'électronisme, c'est aussi ces aspects-là, ces aspects sociétaux sur le numérique. Voilà. Et le dernier point sur permettre aussi la compatibilité avec finalement des équipements qui sont plutôt anciens, qui n'ont pas forcément, ou des gens qui ont finalement des débits relativement faibles chez eux. Ça fait aussi partie des points sur lesquels il faut travailler, et ça fait partie de l'insertion, à l'ensemble des personnes sur ces sujets-là. Voilà. La phase de fin de vie, on n'en a pas beaucoup parlé, comme je vous le disais, donc il faut évidemment, même si la recyclabilité des matériaux informatiques est relativement faible, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas flécher nos matériaux en fait vie vers les organismes qui collectent donc les déchets, les D3E, comme on dit, les déchets électroniques et informatiques, pour qu'on puisse en permettre à minima un recyclage. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Xavier. Donc, avant de passer la parole à Ludovic, on prend quelques minutes de questions. Alors, il n'y a pas énormément de questions parce que je pense que ton intervention était extrêmement claire. D'ailleurs, ça a été indiqué par un des participants. Donc, merci beaucoup, Xavier. Tu as bien planté le décor, montré l'enjeu et montré les grandes pistes de solutions. Alors, il y a quand même une question, sans rentrer dans le détail bien sûr, mais les grands principes, on peut les rappeler sur comment mesure-t-on l'empreinte numérique d'une entreprise ? Ouais, alors la question elle est très très pertinente parce qu'en fait c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat. Alors déjà en fait sur le sujet, quand on mesure l'empreinte numérique d'une entreprise, en réalité, aujourd'hui, on est réellement capable que de mesurer son empreinte sur son émission de CO2. Voilà, donc pour être très précis. Sur le reste, on a un petit peu de mal de faire des évaluations, notamment sur les consommations en eau ou les consommations en énergie, ou encore ce qu'on appelle en fait l'épuisement des ressources abiotiques, les consommations des métaux, des matériaux, etc. Alors même s'il y a aujourd'hui des études autour du Green IT, qui sont assez poussés, qui l'ont fait sur quelques entreprises, mais ça reste du ressort, j'allais dire,
quelque chose d'assez complexe. Alors, pour revenir donc sur l'empreinte carbone des entreprises dans le numérique, il y a un outil que je vous conseille, qui est celui de l'Institut du numérique responsable et qui s'appelle WENR, W-E-N-R, voilà, tout simplement, qui permet donc qui est, à mon sens aujourd'hui, le plus évolué, le plus avancé. Il y en a d'autres, hein, mais quand on parle de l'empreinte globale d'un système d'information, je préfère bien préciser la chose. C'est l'un des systèmes les plus avancés. Voilà. Et il a l'avantage aussi d'être gratuit, puisqu'après, il y a d'autres systèmes qui existent, mais eux sont plutôt payants. Voilà, donc pour n'en citer qu'un. Merci. Et deuxième et dernière question, est-ce que tu peux revenir sur l'effet rebond, qui est quelque chose d'important, effectivement, et est-ce qu'il y a moyen de le mesurer en particulier? Alors, c'est super compliqué. Donc, je préfère dire non. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, il n'y en a pas de manière évidente. Le problème, c'est que c'est du cas par cas. Et ça revient à faire une analyse de cycle de vie du projet en particulier, parce qu'un projet n'est pas l'autre. Donc là, ce que je vous ai dit sur l'effet rebond, c'est une généralité. Donc ça serait un petit peu trop facile de vous dire il y a une recette miracle. Et donc on revient à la fameuse règle de l'analyse de cycle de vie, mais qui est assez fastidieuse et qui doit par contre reprendre la globalité de votre projet depuis son début jusqu'à la fin. Et là, la complexité, puisqu'on est dans l'usage, c'est que c'est compliqué de mesurer l'usage parce qu'il n'est, par définition, dans des technologies qui sont très récentes, difficilement prévisibles. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le mesurer a posteriori, mais jamais en anticipation. C'est, voilà, pour parler de cet effet. Ok, très bien, merci beaucoup. On le sait, l'effet rebond est quelque chose à prendre en compte, en tout cas, dans tous les plans d'action qu'on met en place, dans le domaine du numérique comme dans tous les domaines. Très bien, encore un grand merci Xavier pour ces éléments très précis et très utiles. Et maintenant, je passe la parole à Ludovic qui va finalement donner, dans ce contexte qui vient d'être rappelé, donner son expérience personnelle, comment Ludovic c'est à un moment donné engagé dans une démarche au sein de son entreprise pour contribuer à transformer son entreprise et face à ces enjeux de la lutte contre le changement climatique et entreprise qui intervient dans le domaine du numérique. Donc Ludovic, la parole est à toi. Merci Michel. Bonsoir à tous. Moi je suis Ludovic Moulard, je suis responsable du développement durable dans une entreprise qui est une entreprise de conseil spécialisée dans la data. Et la data, comme vous le savez probablement, le premier usage, c'est dans le digital. C'est là où on se sert le plus de la donnée. Et évidemment, cette donnée, elle a aussi, pour pouvoir mettre en œuvre les outils, les éléments, etc., qui vont bien, évidemment, on va émettre aussi, et puis on va favoriser des usages digitaux. Il y a une vraie responsabilité dans ce type d'activité, évidemment, sur l'impact environnemental qui va s'ensuivre. Alors après, là, je suis responsable du développement durable, mais au départ, je n'étais pas du tout focalisé sur ces sujets-là. Je pense que je peux commencer par là, Michel, comment j'en suis arrivé là, finalement. Pourquoi j'ai décidé de m'engager dans ce sens-là? Déjà parce que depuis longtemps, je cherchais à m'engager dans une association et je m'intéressais de très 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 loin au sujet énergie-climat. Il y a à peu près 3 ans, j'ai découvert une association qui s'appelle The Shift Project et j'ai découvert notamment une grande réserve de ressources pour me former, pour bien comprendre le problème. Et c'est là où j'ai réalisé l'ampleur des problèmes, l'urgence du problème, et surtout ses impacts directs sur nos modes de vie, notre quotidien à nous, et pas simplement des choses distinctes. Une chose que je dis souvent, c'est on parle souvent de faire du bien à la planète, mais en fait, la planète, elle sera toujours là, il n'y aura pas de problème. Par contre, nous, on va avoir des problèmes. Donc en fait, c'est se faire du bien à nous-mêmes
que de travailler sur ces sujets et pas seulement. Bref, en tout cas, c'est ce que j'ai découvert. C'est comme ça que j'ai pris conscience qu'en fait, c'était pas juste la planète, mais c'était moi-même, ma famille, mon entourage qui était menacé, mon mode de vie. Donc j'ai commencé à m'engager et la première chose que j'ai fait au travers de cette association, c'est que je me suis formé. C'est-à-dire que il y a énormément de ressources disponibles, donc c'est très pratique. On peut participer aussi à des projets. Et du coup, j'ai mieux compris aussi comment je pouvais agir. C'est par là que j'ai commencé. C'était un peu la première étape. À partir de là, à partir du moment où j'ai commencé à mieux comprendre la problématique et comment la traiter aussi, comment agir, j'ai décidé d'en parler autour de moi et d'en parler en particulier avec mes collègues, tout simplement. Donc évidemment avec plus ou moins de succès. J'ai identifié quand même quelques personnes motivées, mais lorsqu'on explique ce genre de sujet, même si on a des arguments factuels, scientifiques, etc. sur le sujet, c'est pas toujours facile on a des moments de solitude. Donc ça, c'est une des premières difficultés qu'on rencontre sur ce sujet-là. Mais j'ai pas abandonné. Je me suis pas arrêté à ça parce que effectivement, j'ai pu identifier quelques personnes qui elles étaient complètement motivées, avaient envie d'apprendre, avaient soif d'apprendre sur ce sujet, se posaient beaucoup de questions par rapport à leur travail, à leur quotidien. Et ça, c'est très motivant. Encore une fois, ça a pris du temps, mais c'est très motivant. Et puis un jour, en parlant en particulier avec un des associés de l'entreprise, on s'est vraiment dit, je me suis rendu compte que finalement, il y avait cet associé qui lui-même était assez convaincu qu'il fallait agir aussi sur ce sujet, qui était conscient de cette fameuse double contrainte énergie-climat dont parlait Xavier. Il y a la contrainte on fait pression sur nos ressources. On a une énergie qui devient de plus en plus compliquée à obtenir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'en parler qu'il y a 3 ans. Et puis le climat, évidemment, avec les catastrophes climatiques qui se multiplient, les événements difficiles. Donc, c'est plus facile aujourd'hui de trouver des personnes qui s'intéressent et qui comprennent surtout l'enjeu. Mais en parlant avec cet associé-là, on a commencé à se pencher sur ce qu'on faisait chez 55, c'est le nom de mon entreprise, ce cabinet de conseil. Et alors là, je vais juste vous partager une seconde mon écran pour que vous puissiez voir ce que je voulais vous montrer. C'est que, évidemment, quand on est une entreprise de service, donc une entreprise de conseil, et on a une empreinte environnementale assez particulière. J'espère que vous voyez bien mon écran. Oui, j'ai l'impression que c'est le cas. Cette empreinte environnementale, vous savez que dans une entreprise, on distingue en termes d'émissions de gaz à effet de serre trois différents périmètres. Vous avez ce que l'entreprise va émettre directement. Donc, par exemple, si vous avez des usines, des camions, des flottes de véhicules, etc. Donc évidemment, dans le conseil, on n'en a pas. Vous avez ce qui est en amont d'une entreprise. Vous avez tout l'approvisionnement, le transport. Vous avez vos achats, évidemment, tout ce que vous achetez, ça a été fabriqué, donc il a probablement fallu de l'énergie et probablement des énergies fossiles. Il y a bien sûr la gestion des déchets, la gestion du bâtiment, le déplacement de vos collaborateurs. Je vous parle de tout ça parce que c'est justement les sujets sur lesquels on travaille après. Vous avez l'usage du cloud pour vos outils. Et puis vous avez ce que j'ai mis en bleu ici, un peu l'intermédiaire, qui sont les émissions indirectes, mais qui sont liées à l'électricité globalement, ou en tout cas les réseaux de chaleur. Donc tout ce qui va permettre justement soit de la production, soit tout simplement alimenter les bâtiments. Et puis enfin, vous avez la partie qui concerne vos clients. Donc le scope 1, c'est d'abord effectivement ce qu'il y a dans l'entreprise en termes d'usine de véhicules. Le scope 2, l'électricité. Et le scope 3, c'est tout le reste. Donc dans une entreprise de service conseil comme la mienne, en fait, c'est le scope 3, il y a quasiment tout. Il y a quasiment tout dedans. Donc les déplacements professionnels, le matériel informatique. Je pense que Xavier vous en a parlé, mais évidemment, c'est un poste d'émission important. Et puis, accessoirement, vous avez les émissions des clients, c'est-à-dire ce que vous faites pour vos clients. Donc, dans les entreprises de service, en fait, souvent, c'est là où se concentre l'essentiel des émissions. Donc, nous, évidemment, on s'est tout de suite posé la question de travailler sur ce qu'on fait pour nos clients, pour pouvoir réduire notre impact environnemental. Le problème, Xavier l'a déjà dit,
c'est que pour mesurer l'empreinte environnementale de ce qu'on fait dans le digital, ben, c'est très difficile. On manque d'outils, on manque de chiffres de base pour travailler. Il y en a quand même. Il y a quand même ce que Xavier vous a cité, notamment ces outils fournis par l'INR, les outils fournis par l'ADEME, des études qui ont été menées, par exemple, par l'association de Shift Project dont je fais partie. Mais l'air de rien, ce sont des chiffres de base et des choses appliquées à des aspects purement métiers, comme par exemple lire une vidéo, voir une campagne, diffuser une campagne publicitaire, mesurer la fréquentation d'un site internet. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir des informations sur l'impact de ces différentes actions et des bonnes pratiques qui en résultent. Donc, vous voyez, une première chose qu'on a dû faire, et ça c'était quand même difficile, c'est déjà faire une étude de tout ça. Donc, on a dû commencer par s'investir avec mes collaborateurs pour bien comprendre les émissions de ce qu'on fait, déjà. Ça me paraît un point de départ essentiel parce que sans la compréhension un peu de l'impact de ce qu'on fait, c'est difficile d'engager tout le monde, ses collaborateurs, ses clients, ses partenaires, pour réduire ça, parce qu'en fait, on ne comprend pas où se situent les problèmes. On a du mal à comprendre si le problème, c'est, par rapport à ce que je vous disais, c'est des mails avec des grosses pièces jointes. Est-ce que c'est par ça qu'il faut commencer? Ou est-ce que c'est la diffusion des campagnes publicitaires? Et où, d'ailleurs, cette diffusion des campagnes publicitaires? Est-ce que c'est sur les écrans que vous avez dans les gares, ce qu'on appelle le digital out of home, par exemple? Est-ce que c'est les vidéos, le streaming? Est-ce que voilà. Donc typiquement, ce que vous montrez, Xavier, c'est que une grande partie de cette empreinte, elle est liée au matériel, mais il y a aussi tout l'usage qui est plus de la moitié en fait de cette empreinte, en particulier la vidéo, mais pas seulement. Enfin voilà. Bref, il fallait mieux comprendre où se situaient les émissions. Donc ça, ça a été l'étape d'après. Et on a sorti une étude sur ce sujet en début d'année qui s'intitule l'empreinte carbone des campagnes publicitaires digitales. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de poursuivre sur ce sujet et d'aller chercher d'autres périmètres, puisque c'est pas uniquement ce qu'on fait dans mon entreprise, on fait aussi bien d'autres choses. Et donc on est en train de travailler sur des itérations de cette étude pour être capable de mesurer d'autres choses que l'on fait et de réduire, bien sûr, du coup, notre impact sur ces sujets. Alors maintenant que je vous ai dit ça, une fois que on a pu avoir déjà cette étude et puis un peu plus, surtout de formation sur ces sujets-là en interne, on a pu mieux se rendre compte des priorités qu'on avait. Et puis, surtout, cette étude, moi, je ne l'ai pas faite tout seul dans mon coin, je l'ai faite avec mes fameux collaborateurs que j'avais identifiés qui avaient envie de s'engager sur ce sujet, avec des compétences très variées d'ailleurs. Vous aviez des ingénieurs, des experts, des consultants, enfin vraiment des personnes qui avaient pas tout à fait les mêmes pools de compétences, et c'était intéressant pour mener cette étude. Et donc on a décidé avec cette équipe-là de se rassembler pour travailler de manière transverse dans l'entreprise en fait sur la mesure de l'empreinte carbone de l'entreprise. Donc là cette fois-ci tout ce que vous voyez là. Malheureusement, la partie en aval, comme je vous le disais, pour l'instant, on ne sait pas encore tout évaluer à cause de la difficulté d'évaluer l'impact du digital. Par contre, sur la partie en amont, les déplacements professionnels, les déplacements domicile-travail, le matériel informatique, l'électricité, on a pu déjà commencer à agir. Donc, on a mesuré notre empreinte carbone. Tout simplement, on a utilisé les méthodologies qui sont à disposition, qui ne sont pas si complexes que ça. Il se trouve que dans le cadre de mon association, j'ai pu aussi moi me former à ces méthodes-là et former mes collaborateurs ensuite. Et puis une fois qu'on a eu ce bilan-là, on s'est très vite rendu compte des priorités qu'on avait. Et la priorité, c'était assez simple, c'était le matériel informatique. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un bon exemple justement de cas où en fait on s'est rendu compte que c'était le principal poste d'émission de l'entreprise. Une autre action qu'on a voulu mener très vite, c'est la sensibilisation. Ce que j'avais compris au travers de mon association, c'est que si on ne comprend pas bien qu'il y a un problème déjà, et qu'on ne comprend pas bien comment il se découpe,
En fait, on n'agit pas parce qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses que je faisais avant qu'aujourd'hui, je n'imaginerais même pas faire, parce que ça me semble tellement épouvantable en termes d'empreinte que je ne comprends pas comment je pouvais me permettre de le faire hier. Donc, quand on comprend, en fait, on change son comportement parce que on comprend les impacts de ses actions. Et ça, c'était une des choses qui nous a tenu à cœur. Et on a lancé un certain nombre d'actions de sensibilisation. Pour ça, il y a des outils formidables qui existent déjà, qui sont vraiment à disposition, qui sont vraiment à très très faible coût, que sont par exemple la fresque du climat. Là, on l'a mis en anglais, désolé, Climate Fresque. Mais la fresque du climat, c'est en fait une sorte d'atelier collaboratif où on reconstruit le phénomène du changement climatique. Vous l'avez peut-être déjà fait. Cet atelier-là, il permet déjà de bien comprendre ce que c'est que le changement climatique, l'urgence de ce phénomène et l'impact qu'il a sur nos vies. Puis vous avez d'autres outils. Xavier parlait de la fresque du numérique. C'est un formidable outil aussi dont on se sert pour sensibiliser nos collaborateurs sur ce qu'ils font au quotidien, en fait, toute la journée. Donc ça nous paraissait un aspect fondamental. Et puis on a monté aussi, on a un système de MOOC interne. Comme on travaille dans un domaine qui change très 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 vite, beaucoup trop vite, le digital, forcément il faut qu'on soit au courant de ce qui se passe et on se forme très très régulièrement. Et donc on a tout simplement utilisé les outils qu'on avait en interne de formation interne et on a rajouté des modules de formation dédiés à l'empreinte carbone, les bonnes pratiques en matière de numérique responsable. Et on a encore plein d'autres choses à publier comme contenu de formation qu'on est en train de faire pour que nos collaborateurs puissent aller se former s'ils ont envie sur ces sujets-là. Et en fait, ça a eu plutôt un impact intéressant puisque j'ai plus d'une centaine de collaborateurs qui se sont déjà formés sur ces sujets-là. Alors bon, on a une entreprise de 400 personnes, vous allez me dire, c'est pas fini, il y a encore du travail, mais c'est déjà ça. On a sensibilisé plus d'une centaine de collègues et on a des collègues aujourd'hui aussi qui ont un niveau de connaissance et de formation sur ce sujet qui est vraiment très important. Et puis alors on a mis en place des actions assez pragmatiques finalement sur l'empreinte carbone. Je vous parlais tout à l'heure du matériel informatique. Il y a aussi les déplacements. Alors je suis désolé, le graphique qui est là en fait il est obsolète parce que ça c'était en 2019 et après 2019 évidemment la partie business travel, donc la partie déplacement professionnel, bizarrement, c'est réduite fortement. Donc, c'est évidemment la partie, ce que j'ai appelé hardware, c'est-à-dire l'équipement informatique, qui est devenu prédominant. Typiquement, déjà, on voulait savoir quelle était la durée de vie de nos appareils en entreprise. Quand on a voulu faire ça, on s'est rendu compte que c'était un indicateur qui n'existait pas, parce qu'on n'avait tout simplement pas de traçage de notre matériel informatique de façon suffisamment fiable pour connaître la date à laquelle on l'avait acheté. Et du coup, s'il était toujours en service. En fait, on traçait plutôt quel collaborateur avait quel appareil, mais pas depuis quand on l'avait, cet appareil-là. On n'avait aucune notion de durée de vie. On n'avait pas de notion de type de panne, quels sont les types de pannes qu'on rencontre, etc. Comment on peut faire en sorte de mieux les réparer. Et donc, on était même incapable de dire finalement si on allait dans le bon sens ou pas. Donc déjà, rien que ça, il a fallu changer nos processus pour savoir mesurer cette durée de vie de nos appareils. Ça peut paraître trivial. Fort heureusement, on n'est pas une si grande entreprise que ça, 400, mais on n'a toujours pas fini ce sujet. On n'a toujours pas réussi à déployer ne serait-ce que la mesure de durée de vie de nos appareils dans le monde entier dans l'entreprise. Ça, c'est quand même un point à identifier. C'est que des fois, simplement savoir où on en est, c'est compliqué. C'est compliqué et il faut accepter que ça prenne du temps. Voilà pour ces différentes actions et leurs impacts. Merci beaucoup, Ludovic. J'ai quelques questions que je voudrais te poser pour revenir un petit peu sur la façon dont les choses ont démarré. Tu disais au début, tu as lancé toi-même, un peu seul finalement. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur un point très intéressant, c'est la façon dont tu as pu sensibiliser et embarquer ta direction. Alors, tu as dit qu'un des associés était déjà sensibilisé, mais c'est pas un associé seul qui peut
décider d'orientation nouvelle, importante. Comment s'est passé finalement la sensibilisation, la prise de conscience et le fait que petit à petit la direction de l'entreprise globalement a adhéré à des actions qui peuvent avoir des conséquences parfois pas évidentes pour une entreprise. Alors tout à fait, effectivement, c'est pas parce qu'un associé est convaincu que tout le monde est convaincu, surtout que il y a des directeurs. Nous, je l'ai pas cité, mais mon entreprise, elle est dans 10 bureaux à travers le monde. Donc en plus, si vous n'êtes pas sur place, et par définition, on va pas aller sur place parce qu'on va pas aller prendre l'avion pour aller aider à réduire l'empreinte carbone, c'est un peu paradoxal. Mais ça nécessite d'aller embarquer toutes les directions. Et ça a pris du temps. Et encore une fois, comment j'ai fait? J'en ai parlé. Donc j'en ai parlé à tous les directeurs dans l'entreprise, un à un, ou plutôt une à une, parce qu'il y a beaucoup de femmes, notamment sur l'Europe. Et en discutant avec ces personnes, je me suis aperçu que certaines d'entre elles étaient plus ou moins convaincues, mais n'avaient pas compris l'ampleur ou comment faire, surtout. Globalement, les retours que j'ai eus, c'est plutôt des personnes qui étaient un peu désœuvrées sur ce sujet. C'est-à-dire que oui, c'était un sujet identifié, mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait dans notre activité? Donc c'était beaucoup un travail finalement de leur donner des moyens d'agir, des moyens de comprendre mieux l'impact qu'ils avaient et ce qu'ils pouvaient faire. C'est pour ça aussi qu'on avait mené cette étude. C'était pour avoir un objet, un élément factuel, assez simple, avec des recommandations compréhensibles par n'importe qui dans le secteur, simple donc, qu'on peut transmettre. Le fait de donner ces outils-là, ça a vraiment permis d'accélérer avec la direction. Ça a permis à la direction de se lancer dans le sujet. Après, pour être très transparent, je n'ai pas réussi à convaincre tous les directeurs et toutes les directrices dans l'entreprise. Certains n'agissent pas encore sur le sujet. Et est-ce que tu sais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des résistances? La première chose, c'est que, enfin, je sais pas comment je peux le dire, mais il y a parfois une forme de schizophrénie dans nos modes de vie. Je pense que peut-être plusieurs personnes se reconnaîtront là-dedans, mais d'un côté, on a envie de changer des choses, mais d'un autre côté, on a une activité professionnelle, la plupart du temps, ou même personnelle, et on sait que ça a un impact, mais on ne sait pas trop comment faire pour changer les choses. Pour changer sa vie, c'est quand même compliqué. C'est des changements en profondeur. Et donc, le principal frein que je vois, ce sont des personnes qui sont réfractaires à agir parce qu'elles se disent, de toute façon, c'est une goutte d'eau. Ici, si on n'est pas capable de tout changer, ça sert à rien, en fait. Ça, c'est pour moi la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée, c'est ça. Ce sont des personnes qui sont convaincues que les petites actions, les petites étapes, la sensibilisation, la formation, par exemple, c'est une goutte d'eau, ça sert à rien. En réalité, non, c'est très clair et on a des résultats assez évidents aussi dont j'ai pas parlé. C'est la réaction des clients, des partenaires sur le marché et des concurrents aussi. C'est ça qui est très intéressant, c'est que ça a fait réagir beaucoup de monde en fait. Quand on fait des choses, quand on en parle et qu'on fait des choses et qu'on en parle, ça fait réagir en fait. Quand on donne des moyens d'action assez concrets, ça fait réagir. Mais la plus grosse difficulté, c'est ça. C'est convaincre les personnes que ça vaut vraiment le coup d'agir et que chaque dixième de degré compte dans ce réchauffement climatique. Donc, quand Michel parlait de 2,8 degrés en 2100 de réchauffement climatique, là, c'est clair que c'est un monde vraiment très compliqué. Ne serait-ce que 2,7, ce sera déjà infiniment mieux pour tout le monde. Donc, c'est difficile de convaincre les personnes de faire ces petits changements. Déjà. Avant de faire les gros. Oui, alors justement, il y a un des participants témoigne du fait que souvent il est confronté à la même difficulté, qu'on a l'impression que ce que l'on va faire
c'est une goutte d'eau et donc ça ne sert à rien. Comment justement répondre à ce problème? Est-ce que tu es arrivé à finalement projeter un peu voilà, tes interlocuteurs sur un impact qui peut à terme être pas juste une goutte d'eau, mais significatif. Et donc, même s'il faut y aller étape par étape, finalement, on peut in fine avoir un impact significatif au sein de l'entreprise avec ses clients, en amont, en aval, comme tu l'as dit. Hein. Moi, ce qui a été le plus efficace de manière générale, de toute façon, c'est les actions de sensibilisation. Je parlais de l'atelier de la fraise du climat. Ben, j'ai tout simplement fait faire une fraise du climat à toute la direction. Déjà, voilà. Donc, je l'ai faite moi-même parce que c'est la direction, c'est un peu sensible. Donc je voulais, mais par contre, j'ai des collaborateurs qui sont formés pour être animateurs et qui vont animer ça pour mes collaborateurs très régulièrement. Et rien que ça, déjà, ça a changé énormément de choses puisque j'ai des collaborateurs qui sont venus, à l'inverse, me poser des questions alors que ça se passait jamais sur ce qu'ils pouvaient faire. Donc rien que ça, rien que d'utiliser ces outils formidables que sont les ateliers qui existent, c'est déjà, à mon sens, une excellente manière de faire comprendre que c'est pas des gouttes d'eau et même si ce sont des gouttes d'eau, elles comptent énormément ces gouttes d'eau. Donc déjà, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous donnez des outils formidables qui créent d'autres avantages que seulement la baisse des émissions, l'impact environnemental, comme des avantages financiers ou des avantages d'engagement des équipes, parce que vous avez des directeurs aussi qui se rendent compte que même si eux ne sont pas sensibilisés, leurs équipes le sont. Et donc, ils ont besoin, pour continuer à engager leurs collaborateurs et éviter qu'ils s'en aillent, de monter ça. Donc, finalement, d'ailleurs, l'enseignement, c'est pas la peine de vouloir essayer de convaincre absolument tout le monde tout de suite. Faut essayer d'aller convaincre ses collaborateurs, mais à mon sens, de toute façon, à partir du moment où vous aurez convaincu un pourcentage significatif de collaborateurs, en fait, les autres suivront, inévitablement. Ça, c'est pour ceux qui connaissent l'atelier d'automne, par exemple, qui est un des ateliers dont vous entendrez probablement parler sur ce sujet de la sensibilisation. C'est un atelier, en gros, qui est focalisé sur les actions que vous pouvez mener à titre individuel pour réduire votre empreinte carbone. Eh bien, un des aspects de cet atelier, c'est que si vous changez, il y a une étude qui montre que si vous changez 15% d'une population, donc si 15% d'une population change sa façon de faire, eh bien 100% de la population va suivre en réalité. Presque 100% de la population va suivre. Donc, vous voyez, c'est un exemple. Si vous arrivez à convaincre finalement 15% de vos collègues, il y a de fortes chances que vous arriviez à embarquer le reste. Alors justement, sur ce sujet, là, vous êtes aujourd'hui à 25%, si j'ai bien compris, à peu près un 100 sur 400. Est-ce que tu constates finalement un changement? Est-ce qu'une entreprise donnée est la même entreprise 1 an, 2 ans plus tard avec 25% des collaborateurs qui ont été sensibilisés au travers de différents types d'ateliers? Finalement, est-ce que tu peux dire c'est plus la même entreprise? Et qu'est-ce que tu perçois comme changement? Alors, oui, c'est très clairement, on a beaucoup changé. Après, il y a des limites à ça, je reparlerai juste après. Mais le premier changement, déjà, c'est à titre personnel. Maintenant, moi, j'ai un rôle où je suis responsable du développement durable. Donc, alors que je n'avais pas du tout ce rôle-là avant. Enfin, je n'avais jamais travaillé sur les problématiques RSE avant. Moi, je viens du domaine de la data. Déjà, c'est un changement, c'est-à-dire qu'un des personnes, un des responsables de l'entreprise prend un rôle dédié à ça. La deuxième chose, c'est on a publié cette fameuse étude, donc ça c'est quand même un changement important, et qu'on accompagne aujourd'hui des clients sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on accompagne les clients à réduire leur empreinte carbone. Alors c'est le début, on a fait on n'en est qu'au début des missions qu'on fait sur ce sujet-là. C'est déjà ça. La troisième chose, c'est que j'ai des collaborateurs qui sont venus me voir en me disant comment je peux faire pour mesurer l'impact de ce que je fais. Voilà. Là, je fais des choses, mais je ne sais pas. Et j'ai envie de savoir comment faire. Donc, j'ai aussi des collaborateurs à qui j'ai donné des outils où on a réfléchi ensemble, parce que c'est parfois très compliqué, comme j'expliquais tout à l'heure, de mesurer leur impact.
Un exemple aussi assez simple de vraie victoire sur l'empreinte carbone, je crois que c'est une des questions en plus, là, de l'impact logiciel. Donc, c'est-à-dire en l'occurrence tout ce que vous stockez dans les drives, dans le cloud, et puis les logiciels que vous utilisez au quotidien. Donc, on s'est penché sur cette question pour mesurer cet impact-là, et on s'est aperçu qu'on avait des procédures absurdes, des choses parfaitement inutiles, du gaspillage, comme par exemple la sauvegarde des fichiers. Comme on est une entreprise de conseil, on a tout un tas de livrables clients et on doit absolument les sauvegarder parce que c'est critique pour notre activité. Eh bien, on les sauvegardait mal, en gros, on les sauvegardait beaucoup trop souvent et on les supprimait jamais. Et en fait, on a pu supprimer 90% de ce qu'on stockait dans le cloud, juste parce qu'on avait un processus qui n'était pas utile, qui n'était pas bon. Donc ça, c'est un exemple de choses qu'on peut faire aussi, mais on peut retirer des processus entiers qui posent problème. Ça peut vous paraître stupide, mais il y a aussi la question de la consommation électrique des bâtiments. Ce qui a changé maintenant dans l'entreprise, c'est que j'ai des collègues qui m'ont demandé les bonnes pratiques. Donc, on a déployé dans l'entreprise, partout, des bonnes pratiques en matière d'utilisation des bâtiments et aussi d'utilisation du matériel informatique, d'ailleurs, pour allonger la durée de vie du matériel et puis réduire notre facture d'électricité. Et on l'a fait. On a significativement réduit notre électricité. Et ça passe pas juste par mon action, ça passe par celle de mes collaborateurs, parce que moi, je vais pas aller contrôler les clims de tous les ou les chauffages de toutes les pièces des bureaux de l'entreprise. C'est impossible. Il faut bien que les collaborateurs prennent conscience et agissent là-dessus. Donc oui, on a changé. Par contre, on n'a pas encore transformé l'intégralité de notre business model. C'est-à-dire que on n'a pas encore changé pour un business model focalisé sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Donc, on a encore beaucoup d'étapes à mener pour arriver à un tel résultat. C'est pas encore fini. Alors, avant ma question, avant de poser la question suivante, je voudrais juste redire à tout le monde qu'on vient de vous diffuser sur le chat. Et peut-être, Florian, tu peux le remettre, parce que ça fait 2 minutes et il y a eu d'autres interventions depuis. Le sondage dont je vous parlais au début, et je vous recommande vivement, je vous demande avec un peu d'assistance de prendre 2-3 minutes pour le renseigner. C'est important pour nous, pour comprendre finalement en quoi les webinaires que nous mettons en place ont un impact au niveau de chaque participant. Donc, merci d'avance. Ludovic, on a bien compris que suite à cette aventure personnelle, finalement, ton action a été reconnue au point de créer un poste de responsable RSE et puis de confier ce poste. Donc, ça veut dire que ce que tu as fait a été reconnu. Est-ce qu'au début, j'ai aussi compris que c'était pas le cas au tout début. Donc, finalement, est-ce que par moment tu t'es dit, tu prends un risque en fait? Tu t'exposes parce que tu te lances, tu essayes de convaincre des collègues, de convaincre ta direction, tu prends un risque. Alors, est-ce que tu avais conscience de ce risque? Comment tu as géré ça? Parce que ce qu'on constate souvent, c'est que un des freins à l'action, c'est cette question du risque, parce que c'est pas toujours bien vu, ou en tout cas, on ne sait pas comment ça va être perçu. Donc, comment qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? C'est vrai que j'ai la chance quelque part, c'est une question que je me suis pas beaucoup posée quand j'ai compris l'ampleur du problème. Quand on comprend l'ampleur du problème, on s'aperçoit que le risque, il n'est pas tellement dans le fait de mettre à risque son emploi. Non, c'est bien plus grave que ça. Donc, quand on le met dans la balance, quelque part, moi, j'aurais pas dormi de la nuit si j'avais rien fait sur ce sujet. Je serais devenu malade. Quand on comprend le problème, déjà, on a envie d'agir. Après, cependant, il y a quand même évidemment une appréhension. Quand on va voir les membres de la direction, qu'on leur dit hey, il faudrait qu'on change quelques petites choses dans l'organisation, on se pose la question. Par contre, j'ai été vraiment agréablement surpris. C'est-à-dire que aujourd'hui, en particulier, c'est encore plus facile. Quand vous allez parler à vos collaborateurs ou à la direction de ces problématiques-là, c'est rare qu'on vous ferme la porte au nez en disant non mais ça sert à rien, on veut pas le faire, on n'a pas envie. Par contre, c'est vrai que c'est pas forcément facile de convaincre de passer à l'action. Mais à aucun moment j'ai senti que je mettais en danger mon poste parce que j'allais discuter avec des collègues. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est difficile
de nier qu'il y a un problème. Hein. Les climato-sceptiques, il y en a vraiment très, très, très peu, voire je ne sais pas s'il en existe beaucoup encore en France. Et donc, on ne ferme pas la porte au nez. Et alors là, par contre, où j'ai eu vraiment peur, c'est quand on est allé voir des clients, et notamment nos plus gros clients. Quand vous allez voir vos plus gros clients, vous allez leur dire, vous faites, vous savez, vous faites de la pub, eh bien, on voudrait vous expliquer comment faire pour mesurer et réduire l'impact de cette publicité d'un point de vue environnemental. C'est pas forcément évident quand vous parlez à des annonceurs de premier plan et ils n'ont pas forcément. Enfin, vous avez toujours l'appréhension de dire est-ce que je vais pas décrédibiliser mon entreprise et de faire prendre des risques finalement sur l'activité. Et là encore, j'ai été extrêmement surpris, agréablement surpris par l'attitude de nos clients, avec des personnes qui étaient même soulagées de pouvoir en parler avec des partenaires. Donc ça, c'est un aspect important, c'est que en réalité, aujourd'hui, c'est vraiment très 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 rare de se retrouver face à un mur sur ces sujets-là. Donc la crainte, quelque part, ça sert à rien de l'avoir aujourd'hui. On va pas, lorsqu'on parle de ces sujets-là, on va pas mal vous répondre ou vous déconsidérer pour ça. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu ce cas-là, jamais. Ce qui me surprend. Hein, je m'attendais au contraire chez certains clients qui ont des impacts importants. Ouais. Et je passe la parole à Elisabetta, qui a levé la main. Oui, bonsoir à tout le monde. Je suis Elisabetta Magnaghi, je suis doyen de la faculté de gestion, économie et sciences, du coup une faculté pluridisciplinaire qui a eu l'opportunité, grâce à sa pluridisciplinarité, de mettre en place, de créer de nouvelles formations, une au niveau licence, technologie et management du développement durable, donc qui couvre 3 volets, une partie sciences avec beaucoup de physique, chimie, maths, qu'on a récupéré par l'ancienne licence sciences de l'ingénieur, un volet économie avec aussi de la finance, mais avec une première année d'introduction à la micro, la macro, les fondamentaux, il faut les comprendre, pour aller plus à fond sur tout ce qui est économie circulaire, finance verte, investissement socialement responsable. Un 3e volet sur la biologie, la biodiversité, tout ce qui est biotechnologie. Et puis un 4e volet qui c'est de la gestion de projet. Et nous lançons l'année prochaine un nouveau master qui c'est la poursuite où il y aura voilà, une continuation plus approfondie des thématiques touchées en licence, mais avec montée en puissance sur certains outils informatiques comme la data, l'analyse des grands volumes de données et aussi l'intelligence artificielle. Donc voilà, je peux vous dire que c'est encore difficile, malgré le fait que les jeunes sont sollicités sur ces enjeux climatiques et sociétaux au sens large, c'est encore difficile pour nous de recruter sur ces nouvelles formations. Il y en a très très peu aujourd'hui en France et en Europe au sens large. Voilà, ça c'est mon premier constat et après je vous laisserai réagir là-dessus. Et une deuxième chose qui m'a interpellée lors de cet échange à l'UMI for the Planet, quand je parle de, à mon avis, mon esprit, le planète, c'est bien sûr l'environnement, mais à mon avis, c'est aussi tout, c'est l'écosystème. Mais c'est aussi l'être humain qui vit sur ces planètes. Et le volet social, je l'ai très peu entendu parler parce que c'est bien l'environnement, mais tout ça, on le fait aussi pour l'être humain. L'aspect sociétal, voilà, je ne l'ai pas entendu évoquer plus que ça. Voilà mes remarques.
Très bien, merci beaucoup pour votre intervention. Je laisserai peut-être Ludovic ou Xavier intervenir sur le premier point que vous avez soulevé. Je voudrais juste dire que Alumni for the Planet, on est une association jeune. On a 2 ans et demi d'existence. On pense qu'on a un grand avenir devant nous, bien sûr, qu'on peut avoir un impact. On commence d'ailleurs à intervenir en dehors de France, en Europe et au Canada. Simplement pour vous dire qu'il a bien fallu commencer quelque part. Donc on a commencé sur les enjeux climat et environnement. On insiste sur ces enjeux, bien sûr, en prenant en compte de façon globale les enjeux sociétaux, mais c'est vrai que le focus aujourd'hui, parce qu'il faut bien commencer quelque part, voilà, est sur ces enjeux, mais on n'exclut pas de diversifier nos webinaires, les thématiques de nos webinaires. On a d'ailleurs au début commencé vraiment sur les enjeux climat. Et c'est seulement maintenant qu'on va faire notre premier webinaire sur la biodiversité. Donc voilà, on est passé de climat à climat et environnement plus largement, et puis on n'exclut pas, dans quelques années, d'avoir des thématiques vraiment dédiées aux enjeux sociétaux. Mais je voulais quand même vous rassurer que, en tout cas, ce qui est réuni dans l'équipe de bénévoles, dans tous nos partenaires, ce qui nous réunit, c'est de travailler sur ces enjeux climat-environnement en prenant en compte, évidemment, les autres enjeux sociétaux, pas en faisant les choses avec des œillères, puisque ça ne marcherait pas. Voilà, c'est juste pour répondre à votre question. Après, je laisse peut-être aux spécialistes, Ludovic et Xavier, répondre à la première partie de la question, qui est effectivement, c'est important de modifier faire évoluer les formations. Encore faut-il avoir des personnes pour les mener ces formations. Alors, je vais, si je peux me permettre de prendre la parole, je vais juste continuer peut-être à répondre sur la deuxième question, et je pourrais revenir sur la première après, si vous voulez. En effet, en fait, donc finalement, c'était la thématique de ce soir, de discuter davantage de la sobriété numérique sur la partie environnementale. Ça vous a peut-être pas échappé, Elisabetta, que j'ai quand même fait un petit clin d'œil à la notion de numérique responsable. Et la différence entre la sobriété numérique et le numérique responsable, c'est justement toute cette notion, c'est-à-dire que la sobriété, elle est plutôt elle touche plutôt enfin, vous voyez, souvent on dit qu'il y a les 3 P, la règle des 3 P, c'est les people, profit and planet. Et en fait, là, on a parlé de planète aujourd'hui, c'est vrai. Pour autant, le people ne doit pas être exclu. Alors, profit, bon, ok, ça c'est plutôt facile. Donc, c'est moins un sujet, on va dire. Enfin, ça, c'est plus les règles de gouvernance. Mais le numérique responsable prend bien en charge l'intégralité de ces problématiques-là. Donc, on peut parler d'inclusion numérique, on peut parler d'électronisme, on peut parler de ces thématiques-là et des aspects sociétaux, c'est-à-dire par exemple de la télémédecine, ça fait partie de ces sujets-là, etc. Donc, il y a plein de sujets en effet. Et plus largement, tout compte fait, parce que d'ailleurs, c'était une question auquel on n'a pas répondu. Je crois que c'est Kelly, si je ne dis pas de bêtises, qui posait la question des KPI à utiliser dans les projets. Quels sont les KPI qu'on peut utiliser? Ma recommandation, mais ça n'est que la mienne, je ne parle pas au nom d'autres organismes, je parle en mon nom propre. Franchement, je recommande maintenant à l'intérieur des projets, je vais parler de projets IT en l'occurrence, d'intégrer des KPI qui sont corrélés aux 17 objectifs du développement durable. Et là, au moins, il n'y a plus de débat, on traite de la globalité. Alors, c'est compliqué, c'est peut-être un peu ardu, il y en a 17. C'est rare qu'un projet informatique touche les 17. Très sincèrement, si vous en touchez 3-4, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, de prendre conscience qu'un projet doit s'intégrer, en effet, dans la société, pour la planète, et défendre ces aspects-là, mais c'est fondamental. Et c'est comme ça aussi, et je reviens sur le sujet finalement de l'éco-conception, c'est comme ça que vous allez évacuer des demandes qui vont vous paraître finalement ridicules par rapport aux enjeux. Quelquefois, ils seront contradictoires avec certains enjeux. Voilà. Je ferme la parenthèse parce qu'on n'a pas le temps d'aborder tous les aspects, mais je pense que c'était quand même important de pouvoir l'évoquer. Puis, puisque j'ai la parole, je poursuis, mais je céderai la parole à Ludovic juste après. Sur le
premier point que vous avez cité, donc votre formation, etc. Déjà, bravo pour l'initiative, je trouve que c'est super. Donc c'est vraiment une belle chance pour les futurs étudiants, les étudiants qui sont dans ces cursus-là, de pouvoir approfondir ces sujets-là. Et on voit à quel point, et moi souvent je le dis, c'est pour aller dans votre sens, je dis souvent, le numérique responsable, c'est pas qu'un état d'esprit, c'est une compétence. C'est une compétence. Donc la RSE, c'est évidemment une compétence et ça veut dire qu'il faut apprendre sur les bancs de l'école, de l'université, ce que ça signifie, ce que c'est, les solutions, etc. Voilà. Donc ça ne vient que renforcer ce que vous disiez, Elisabetta. Je ne peux pas aller à l'inverse de ce que vous disiez. Voilà. Et après, je ne peux que regretter finalement peut-être le manque de candidats dans ces disciplines-là. Peut-être parce que c'est pas forcément suffisamment connu ou suffisamment reconnu peut-être par les employeurs encore, peut-être une notoriété mais qui à mon sens le jour où ça va arriver voilà ça ne risque que d'exploser. Je le souhaite. Nous sommes en avance ou en retard. C'est un problème. Ok, merci beaucoup Xavier. Oui, Ludovic. Pardon. C'est un problème pour recruter des formateurs, pour faire en sorte que les étudiants soient embauchés à la sortie du cursus, ou c'est un problème pour recruter des étudiants? Des étudiants, cette année, des étudiants. Les 2 premières années dans lesquelles nous avons lancé la licence, ça s'est plutôt bien passé. Cette année, il y a eu une baisse, peut-être... Après, on a dit c'est peut-être le nom, l'intitulé de la licence, technologie et management du développement durable. Le mot technologie, peut-être qu'il a une connotation négative dans l'esprit des parents. Et donc, du coup, peut-être, je ne sais pas, on cherche à comprendre parce que la licence, elle est innovative. Et je pense que les entreprises... Ils commencent déjà à recruter des figures un peu comme ça, à couteau suisse, qui du coup doivent parler avec toutes les fonctions de l'entreprise parce que les RSE, ça touche à toutes les fonctions de l'entreprise et surtout qui puissent avoir la capacité d'amener des projets. Du coup, effectivement, c'est les mêmes problèmes que ce que je rencontre, c'est-à-dire que des personnes... qui ont identifié ce sujet, et ça rejoint ce que disait Xavier dans sa présentation, en fait, il y en a peu. Et il y a un biais cognitif dans toutes ces technologies qui fait que d'associer la problématique des technologies, des nouvelles technologies, en particulier les digitales, et la responsabilité environnementale, y compris la responsabilité sociale, c'est pas encore très clairement identifié dans les têtes. Vous avez énormément de programmes RSE publiés par les entreprises et programmes environnementaux qui ne tiennent absolument pas compte du numérique. Il n'y a rien. Le numérique, c'est zéro pour eux. Ils n'ont pas mesuré cette partie-là. Et je ne parle pas de petites entreprises. Je parle par exemple de grands groupes de luxe, je ne citerai pas, et qui ne publient pas, par exemple, enfin publient un plan, mais le numérique n'existe pas. Donc, ça ne me surprend pas complètement aussi que, comme c'est un sujet qui n'est pas encore clairement identifié, que ce ne soit pas toujours facile de trouver des étudiants qui veulent y aller. Très bien. Merci beaucoup Ludovic. Merci beaucoup Xavier. Merci Elisabetta pour votre intervention. Comme il est 7h30, on va conclure le webinaire. Je vais juste dire un petit mot de remerciement et puis passer la parole à Amélie. Donc encore une fois, merci beaucoup aux 2 intervenants, Ludovic et Xavier. C'était très clair, très inspirant. Merci à Florian qui nous a aidé au niveau d'Alumni for the Planet à préparer ce webinaire. Merci beaucoup à Amélie, avec qui nous avons co-organisé ce webinaire. Le mot de la fin pour moi, ça sera d'espérer vraiment que ce webinaire vous aura inspiré. On n'a pas décortiqué le sondage complètement, mais comme d'habitude, il y a plus de la moitié des personnes qui ont répondu au sondage qui indiquent leur intention d'engager une action à court terme, sous une semaine, avec des collègues, pour commencer à discuter, voir ce que l'on peut faire ensemble. Et c'est tout l'objet de ces webinaires, et j'espère que
voilà, toutes les informations extrêmement précises que vous a donné Xavier et le témoignage personnel de Ludovic vous ont inspiré pour vous faire comprendre, en fait, que c'est possible. C'est ça le but de ce webinaire, c'est vous faire comprendre que c'est possible, que vous pouvez vous engager et avoir un impact, petit au début, mais un impact significatif à terme. Et je finirai simplement en disant que une fois que vous êtes engagé, sachez que Alumni for the Planet a un autre format de webinaire, celui de ce soir, nous l'appelons Inspirer le passage à l'action. L'autre format, c'est Accompagner dans la durée. Ce deuxième format consiste à faire travailler en petits groupes, 8 à 10 participants, des personnes qui ont engagé une action, mais qui rencontrent des difficultés. Parce que si vous ne rencontrez pas de difficultés, c'est que vous n'avez rien fait. Donc forcément, c'est difficile, surtout dans la durée. Ludovic l'a un peu exprimé, même s'il y a beaucoup de satisfaction et de reconnaissance, mais forcément c'est difficile. Et voilà, je vous encourage à participer à ces webinaires qui sont tous gratuits, où vous pourrez échanger en intelligence collective avec d'autres personnes qui, comme vous, se sont engagées dans leur entreprise et qui partagent leurs difficultés, qui partagent leurs pistes pour résoudre ces différentes obstacles qu'ils rencontrent sur le chemin et qui finalement arrivent à avoir un impact. Donc encore merci beaucoup. J'espère que vous allez également, vous aussi, passer à l'action, puisque comme on l'a dit au début, les entreprises doivent se mobiliser, mais pour ça, il faut que l'ensemble des collaborateurs ou une partie significative des collaborateurs se mobilisent et vous pouvez être le germe de cette mobilisation. Voilà, merci beaucoup et je passe pour le mot de la fin, la parole à Amélie. De façon très courte, je souhaite à tout le monde une bonne soirée et surtout, je remercie les participants et les animateurs de cette soirée. Ça rentrait dans le cadre de notre biennale, mais de toutes les façons, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un webinaire avec Alumni for the Planet. Et je ne peux qu'encourager les alumni qui sont en ligne de s'inscrire en tant qu'alumni sur le site Alumni for the Planet. Donc, merci à tous les alumni FGES, les alumni des autres entités de l'université qui nous ont rejoints, les étudiants aussi qui sont dans la salle. Merci Michel. Et puis, on a enregistré vos propos, on vous les transmet chez Alumni for the Planet. À bientôt, en tout cas, pour d'autres webinaires.